La menace que faisait peser Kadhafi et le groupe de mercenaires qui était avec lui était une menace réelle sur l'avenir. On ne doit jamais se réjouir de la mort d'un homme, quel que soit ce qu'il ait fait. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your... Le 20 octobre 2011, Muammar Kadhafi, l'un des présidents africains les plus puissants, se faisait lyncher puis assassiné sous les yeux du monde entier. Le tout avec la bénédiction des grandes puissances occidentales qui le décrivent d'ailleurs comme un assassin, un tyran, un terroriste, celui-là même qui fait du mal à son pays. Mais après son décès, un émoi sincère s'est répandu à travers le continent africain. L'Afrique subsaharienne en particulier le percevait comme un dirigeant qui choyait son peuple, mais surtout comme le dernier rempart face à l'impérialisme des pays occidentaux. Mais plus de 10 ans après le décès de Muammar Kadhafi, où en sommes-nous avec la Libye? Est-ce que les Libyens sont beaucoup plus heureux? Dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer un peu l'histoire de la Libye à travers le règne de son dirigeant Muammar Kadhafi. Comment il est arrivé au pouvoir, quel était le bilan de son règne, mais surtout, comment s'est passée sa chute? Qui en étaient les instigateurs? Qui en étaient les bénéficiaires? On va découvrir tout ça dans cette vidéo. L'histoire effroyable de la Libye de Muammar Kadhafi, c'est maintenant. Avant de commencer la vidéo, je tiens également à faire un petit disclaimer. Je sais qu'au vu des thématiques que j'aborde, au vu de mon naturelle opposition à une certaine forme d'impérialisme, vous pouvez croire ou vous pouvez vous attendre à voir une vidéo qui serait très enclin à encenser Muammar Kadhafi. Au regret de vous décevoir pour certains, en tout cas, ce ne sera pas le cas. Parce que j'estime que j'ai une critique que je fais généralement aux médias classiques, c'est que l'information est mâchée, elle est broyée, elle est mastiquée et elle est déposée de telle sorte à diriger l'opinion des gens. Elle est même biaisée. Donc, je ne peux pas me permettre de faire la même chose. À chaque fois que je fais une vidéo, j'essaie au maximum d'être neutre. Et dans le cas de Kadhafi, ce que je vais faire, c'est que je vais exposer le maximum de faits. Je ne peux pas tout exposer en une vidéo, mais je vais exposer le maximum de faits pour qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez être en passe de faire vos recherches complémentaires ou bien de vous contenter de ça pour vous dire finalement si Kadhafi était celui qu'on a voulu nous faire croire qu'il était en fait. Donc voilà, ceci étant dit, trêve de bavardage, posez-vous calmement, je pense que la vidéo sera un peu longue parce qu'il y a beaucoup à dire. Prenez un petit thé ou un petit jus d'orange et on commence la vidéo. C'est parti, let's go. Le 24 décembre 1951, la Libye est officiellement indépendante, après une période de colonisation mouvementée et tumultueuse. D'abord occupée par l'Italie de Mussolini, fidèle à Hitler, la Libye est administrée par la France et l'Angleterre. Une fois indépendante, le pays rentre dans une monarchie dirigée par le roi Mohamed Idriss Al-Mahdi, communément appelé Idriss Ier. À cette époque, très clairement, la Libye broie du noir, et c'est un doux euphémisme de le dire. Avec une végétation à 90% désertique, le pays n'a quasiment pas de ressources naturelles. Plus de 94% des habitants sont analphabètes. Le taux de mortalité infantile est très élevé. Pour survivre donc, dès 1954, Idriss Ier va signer de nombreux accords militaires avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Au sortir de ces accords, la Libye reçoit des aides financières. En échange, elle autorise ces pays à installer leur base militaire sur son territoire. Mais en 1956, la Libye va découvrir ses premières réserves de pétrole. Et là, naturellement, quand je vous dis ça, vous êtes en passe de vous dire « Oh, réserve de pétrole, donc le pays va changer ». Il faut dire que ça a été un bouleversement total pour le pays. Ce pays-là, qui pendant longtemps était l'un des plus pauvres au monde entier, découvre le pétrole et se rend compte qu'il a une mine d'or entre les mains. Et donc, clairement, les populations s'attendent à avoir une redistribution des richesses, mais ce n'est pas le cas. Parce que le roi Idriss Ier a la réputation d'être très favorable, on va dire, aux Britanniques et aux Américains. Donc, les richesses seront partagées entre Idriss Ier et les anciens colons et les Américains et toutes ces entreprises occidentales-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques instituts, quelques infrastructures qui ont été mises en place, mais le peuple n'avait pas le sentiment que les richesses étaient bien partagées. C'est donc dans ce contexte-là qu'un jeune homme, né en 1942 ou en 1943, on ne sait pas exactement la date, un jeune homme appelé Muammar Kadhafi grandit. Et comme tout jeune de son âge, il a beaucoup de rêves, il a des rêves plein la tête et il a des idéaux surtout plein la tête. Il faut savoir que Muammar Kadhafi, dès son jeune âge, idolâtre un monsieur. Idolâtre un monsieur. Il boit ses paroles comme, je sais pas, comme vous pouvez boire un jus d'orange. Et très clairement, c'est très important dans l'histoire de la Libye, mais surtout de Kadhafi, de comprendre qui était ce monsieur-là, qui était l'idole de Kadhafi. Parce que Kadhafi, avant sa mort, comme après sa mort, cristallise les passions, les tensions, les divergences, les débats. Mais s'il y a une chose sur laquelle ses supporters, comme ses ennemis sont unanimes, c'est qu'il avait une personnalité atypique et très complexe. Mais pour comprendre une partie de cette personnalité-là, il faut s'attarder sur le cas de Gamal Abdel Nasser, l'homme que Kadhafi idolâtrait de toute son âme.
Gamal Abdel Nasser a été le second dirigeant de l'Égypte indépendante. Très respecté dans le monde arabe, il a longtemps été un véritable soutien idéologique pour les acteurs du panafricanisme. Pour faire simple, Nasser a été l'instigateur de la révolution de 1952, qui a permis d'évincer le roi Farouk Ier. En effet, le 25 janvier 1952, au coup d'affrontement à Ismaïla, une ville située au nord de l'Égypte, les forces britanniques stationnées le long du canal de Suez assassinent 40 policiers égyptiens. Dans la foulée s'ensuivent des émeutes qui entraînent le décès d'environ 70 personnes, dont 9 Britanniques. Nasser à l'époque est militaire, il est profondément scandalisé par l'attitude des Britanniques. En plus de cela, il a l'impression que les Britanniques jouissent d'une certaine impunité et il montre clairement son mécontentement. De là, par une révolution qu'il dirige, cette révolution aboutit à la destitution du roi Farouk Ier. Il sera Premier ministre, puis dans la foulée, président. Mais une fois qu'il arrive au pouvoir, il va nationaliser les grandes compagnies du pays qui jusque-là étaient occidentales. Il va également prôner une unité arabe appelée panarabisme ou encore nasserisme. Très clairement, Gamal Abdel Nasser avait un charisme et une pointe qui parlaient en sa faveur. Ça faisait de lui naturellement un leader pour le monde arabe. Et cela était évident. Il y avait une certaine unanimité sur son leadership. Donc vous comprenez que Kadhafi idolâtrait ce monsieur, Gamal Abdel Nasser. Il l'appréciait énormément, il buvait ses paroles, mais vraiment à foison. Et ça tombe bien, parce que Kadhafi, dès son jeune âge, nourrit une haine immense pour les Britanniques. Et il a le sentiment que les Britanniques sont un peu trop partout dans son pays, dans les médias, dans les institutions hautes du pays, dans l'enseigne. Bref, il les trouve partout et il en a marre. Il en a vraiment marre. Cela se concrétise surtout par le fait que, début 1960, il s'inscrit à l'académie militaire de Benghazi pour suivre une formation militaire. Et dès qu'il arrive à l'académie, il se rend compte que ses instructeurs sont encore des Britanniques. Et cela va créer beaucoup de frictions. Il va se disputer avec eux. Il va plusieurs fois leur dire de rentrer chez eux. Souvent, il va même refuser de parler l'anglais juste pour leur montrer qu'il est opposé à leurs idées. Et en plus de cela, il nourrit un sentiment qui est partagé par de nombreux Libyens sur le territoire. Et il a le sentiment que son roi, Idriss Ier, est un poltron qui travaille à la botte des Américains, des Britanniques. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui lui sort par les pores, si je veux parler poliment. Ça va le conduire d'ailleurs à créer clandestinement avec quelques copains de l'académie un mouvement. À travers cette organisation, il faut dire qu'ils étaient certes jeunes, mais ils avaient une vision qui était très long-termiste. Le but était d'infiltrer les organes régaliens de l'État et de pouvoir renverser au moment venu le roi Idriss Ier. Vraiment, ce n'est pas un projet de 2 ans, ce n'est pas un projet d'1 an. C'est un projet qui a le but d'avoir des ramifications tentaculaires à travers la Libye, mais de pouvoir préparer un coup, mais vraiment de façon calculée et millimétrée. Et donc, ils vont continuer leurs organisations de façon clandestine, tout en attendant le jour idéal et l'occasion idéale pour pouvoir renverser le régime. Donc Kadhafi continue ses études, il décroche son diplôme en 1965 et après son diplôme, il va faire une petite formation en Grande-Bretagne, il revient pour des problèmes d'indiscipline, il est rétrogradé, il devient lieutenant. Donc voilà un peu le contexte. Mais comme je vous ai dit, le but est de renverser Idriss Ier dès que l'occasion se présentera. Et cette occasion ne va pas tarder à venir. Du lundi 5 juin au samedi 10 juin 1967 se déroule la guerre de 6 jours. Cette guerre qui oppose Israël à une coalition de pays arabes, notamment l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Sur le papier, tout annonce Israël perdant. Parce qu'en face, il y a quand même une coalition et c'est un vrai rouleau compresseur. Mais contre toute attente, Israël bat ces 3 pays et les repousse d'ailleurs. En Libye, il y a un sentiment général qui ressort. Les Libyens ont honte d'eux-mêmes et ont un dégoût vis-à-vis d'eux-mêmes parce qu'ils estiment que leurs frères arabes étaient en combat contre leur ennemi juré et ils n'ont même pas pu venir en aide à leur ennemi. Et là, ils le vivent très mal. D'autant plus qu'ils apprennent que leur roi, Idriss Ier, aurait laissé les Américains effectuer des frappes sur les positions de la coalition arabe depuis des positions libyennes. Donc là, clairement, les populations libyennes le prennent très mal. Déjà que le roi était assez impopulaire, mais là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, il y a beaucoup de suspicions de coups d'État, il y a beaucoup de bruits de couloir qui disent que le peuple va se lever comme un homme. Donc, il y a déjà des prémices d'un renversement qui commence à émerger. Et donc, Kadhafi et ses petits copains avec leur mouvement se disent c'est le bon moment, c'est le moment parfait. Mais ils sont tellement bien organisés qu'ils ne vont pas effectuer le coup d'État en 1967, non. Ils vont le préparer encore. Et c'est seulement en 1969 que la décision est prise d'effectuer ce fameux coup d'État.
Ils choisissent donc une date, le 12 mars 1969. Et à cette date, ils se rendent compte que ce n'est pas possible de faire le coup d'État. Pourquoi? Parce que toute l'armée, tous les généraux, tout le monde est là et il y a un événement assez important dans le pays. Donc, ce serait suicidaire de faire un coup d'État. Ils vont donc reporter le coup d'État et choisir la date du 1er septembre 1969. Et cette date a toute son importance. Cette date est, pour moi, je pense qu'il n'aurait pas eu un meilleur créneau pour 3 raisons. La première raison, c'est que Idriss Ier avait prévu annoncer le nom de son successeur. En fait, en Libye, tout le monde le connaissait. Hein. On savait tous c'était qui son successeur. Mais en tout cas, le 2 septembre, il était prévu qu'il lâche le trône pour son successeur. Il faut dire que Idriss Ier était vieillissant. Il n'a pas eu d'enfant. Donc, son héritier en tant que tel, c'était son neveu, Hassan El-Reda. Donc, Kadhafi et ses copains se disent, si on laisse le pouvoir changer de main, ça sera très, très, très compliqué pour nous de pouvoir reprendre la main. Donc, clairement, là, ils décident d'agir. La seconde raison, c'est qu'une bonne frange de l'armée est allée en mission en Grande-Bretagne, pour en formation, en mission, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, une bonne partie des sous-officiers, des officiers sont allés en formation en Grande-Bretagne. Donc là, c'est le moment idéal, l'armée est, entre guillemets, affaiblie. Et la troisième raison, non des moindres, c'est que le roi est en Grande-Bretagne pour sa visite annuelle. Je suppose qu'il va pour serrer les pompes, mais bon, bref, il est allé serrer les pompes, donc il n'est pas là. Donc tous les voyants sont au vert pour agir. C'est donc dans ce contexte que dans la nuit du 31 août au 1er septembre, aux environs de 22h, 23h, ils effectuent leur coup d'État. Ils montent sur Tripoli, ils montent sur Benghazi, ils neutralisent toutes les casernes, tous les points stratégiques du pays. Et en seulement 2 heures, je dis bien 2 heures, 2 à 3 heures maximum, l'affaire est réglée. Le coup d'État est effectué, sans effusion de sang, sans résistance, tout est réglé. Le roi Idriss Ier, malgré qu'il soit en Grande-Bretagne, est renversé. Donc, le mouvement prend le pouvoir et ils ont annoncé qui ils ont choisi pour gouverner le pays. Le fait est que dans leur groupe, une personne sortait du lot, par son charisme, par sa poigne, par son verbe, par sa ténacité face aux Occidentaux. Donc, ils ont choisi Kadhafi. Donc, Muammar Kadhafi, âgé de seulement 27 ans, est découvert par le monde entier. C'est lui le nouveau dirigeant de la Libye. Et Kadhafi, dès son arrivée au pouvoir, va appliquer tout ce qu'il a promis de faire. On peut tout lui reprocher, hein. On peut tout lui reprocher, mais pendant qu'il était jeune, toutes les réclamations, toutes les revendications qu'il a faites, il les a appliquées. Alors, dans cette vidéo, j'aurais pu vous faire une vidéo où je vous fais la Libye et Kadhafi de 60 à 70, de 70 à 80, de 80 à 90. Je pense que j'aurais pu le faire avec d'autres dirigeants, mais pas Kadhafi. Parce que Kadhafi avait une personnalité qui faisait que il était très complexe, très atypique. L'attitude qu'il avait avec son peuple était différente de l'attitude qu'il avait avec le monde arabe aux alentours. Était aussi différente de l'attitude qu'il avait avec les Occidentaux. C'était très complexe. Donc, j'estime que pour que vous puissiez comprendre clairement cette vidéo, on va aller par région. On va d'abord analyser le régime de Kadhafi au plan national, son régime au plan régional avec le monde arabe et son régime au plan international et l'impact que ça a eu, en tout cas la nature des relations avec le monde international, en tout cas l'impact que ça a eu sur sa politique nationale et sa politique régionale. Alors, on va commencer d'abord par le plan national. Kadhafi, dès son arrivée au pouvoir, va poser des actes très forts. Contrairement à son prédécesseur, il construit des écoles gratuites, il construit des hôpitaux gratuits, il construit des orphelinats, il fait un vaste programme d'irrigation d'eau à travers une rivière artificielle pour que les Libyens puissent avoir accès à de l'eau. Et ça, c'est fort quand même, à coût de millions d'euros. Et le mec va encore aller plus loin, c'est qu'il va mettre en place un système social pour que les plus démunis soient le moins lésés. Là, franchement, le gars mettait vraiment les bases qui l'ont rendu célèbre à travers la Libye. En plus de cela, il va créer un parti unique appelé l'Union Socialiste Libre, qui a le même nom d'ailleurs que le nom du parti de Gamal Abdel Nasser, qui à cette époque était président en Égypte. Donc très clairement, Kadhafi arrive et jouit d'une popularité immense. Parce que le peuple a été habitué à avoir un roi qui faisait rien, qui était laxiste, qui léchait les bottes aux puissances occidentales. Donc très clairement, là ils se disent, ah, ce mec, il va changer les choses. Mais il va se passer un truc, c'est que, je vais en parler dans la suite de la vidéo, mais il faut savoir que dès le début de son régime, il a été victime de tentatives de coup d'État. Il a été victime de beaucoup de déconvenues, de désillusions.
Et donc, il a commencé à perdre en poigne, il a commencé à perdre en force. Mais en 1977, Kadhafi va faire, pour moi, ce que j'appelle un coup de maître. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il a fait, mais j'estime que c'est un coup de maître. Il vient et il sort son livre vert. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien dans la description. J'ai dû l'avoir sur Internet, je voulais l'acheter, mais j'ai pu avoir le lien. Il y a environ 70 pages, je pense qu'en une après-midi, vous l'aurez fini. Et c'est important, parce qu'il n'y a pas que des inepties dans ce livre. Il y a beaucoup de choses très sensées, très pertinentes, en tout cas. Donc, je reviens à la vidéo. Kadhafi fait son livre vert, et dans son livre vert, c'est sa Bible. C'est sa feuille de route, clairement. Et de ce livre vert-là, il va sortir une critique de lui-même, son pouvoir. Il remet en doute l'Assemblée nationale, il remet en doute les députés, il remet en doute le système politique de la Libye, il remet en doute tout le système, l'écosystème politique de la Libye. Et là, tout le monde se dit, mais à quoi il joue? Kadhafi, c'est tout sauf le mec qui va se remettre en question. Mais il avait un projet beaucoup plus technique et beaucoup plus tactique, on va dire. Alors, je m'explique. Kadhafi arrive et il estime que la démocratie indirecte n'a pas lieu d'être. Bon, démocratie indirecte, je fais rapidement un topo. Partant de son principe, la démocratie indirecte, c'est même pas partant de son principe, c'est comme ça. La démocratie indirecte, si vous voulez, je prends un exemple, vous êtes là, moi je suis là, nous sommes des ressortissants d'un pays. Quand on a des doléances, quand on a des envies, quand on a des projets qu'on veut voir dans notre ville, dans notre pays, on ne va pas directement toquer à la porte du président. On passe par nos élus, le maire, le député, qui sont les intermédiaires vis-à-vis du président, qui vont aller voir le président va appliquer tout ça. Bon, dans la pratique, c'est pas ça. Dans la pratique, on a plutôt des envies. Les candidats viennent avec leurs envies. On essaie de voir ce qui match. On vote pour eux pour que nos envies puissent être le plus remontées. Donc, grosso modo, la démocratie indirecte, c'est que il y a des intermédiaires entre le peuple et les décisions prises. Ça, c'est le fondement de la démocratie directe, en fait. Indirecte, pardon. Kadhafi remet tout ça en question. Lui, il veut mettre en place une démocratie directe où le peuple lui-même dirige le pays. Et là, vous voyez ça, vous dites, ah ouais, comment ça va se faire pratiquement? Parce que ça sonne comme une utopie et on s'est dit, mais comment il va réaliser ça? C'est ça la vraie question. Comment il va réussir à réaliser ça? Dans la pratique, je vous explique. Il y a un congrès populaire constitué de citoyens libyens qui siègent. Ces derniers sont dirigés par une autre instance appelée Congrès général du peuple. Le secrétaire du Congrès général du peuple devient, lui, le chef de l'État libyen. Est-ce que vous avez compris? Il y a une institution qui est censée être le peuple, même pas représenter le peuple, qui est censée être le peuple. Et cette institution-là est chapeautée par une autre institution qui est aussi, elle, censée être le peuple. Le secrétaire général de cette institution devient le chef d'État de la Libye. Et là, vous vous dites, ah, Kadhafi est chef d'État? Non, 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 non. Le chef d'État de la Libye, c'est une autre personne que je ne connais même pas, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est un gars, on s'en fout. Il est chef d'État de la Libye. Et là, vous vous dites, mais Kadhafi, où il est dans toute cette histoire? Il faut savoir que Kadhafi, dans son livre vert et son programme de démocratie directe, ou je ne sais pas quoi là, il a prévu qu'effectivement le secrétaire général de cette instance-là devient le chef de l'État. Sauf que lui, il n'est plus chef d'État. Il est au-dessus. Il devient le guide suprême. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chef d'État, on le change. On fait des élections. On le change peut-être chaque 5 ans, chaque 10 ans. Anyway. Mais le guide, c'est le guide. On ne change pas le guide. Le guide, c'est le peuple qui décide. Mais il faut également savoir que les décisions que le peuple prend dans ces instances-là sont finement surveillées par des espions que Kadhafi a embauchés. Donc en vrai, ce n'est pas le peuple qui décide. C'est une supercherie qu'il a mise en place. Mais ça mérite le respect. Après, il faut dire que les Libyens n'en avaient rien à cirer parce que les Libyens étaient dans de très bonnes conditions. Les Libyens n'avaient rien à envier à aucun pays occidental. Financièrement, ça allait. En tout cas, des années 60 aux années 80, ça allait. Franchement, ça allait très bien pour eux. Mais le livre vert ne vient pas qu'avec des réformes politiques. Le livre vert vient avec également des réformes sociales, religieuses. Parce qu'il faut expliquer que quand Kadhafi arrive, il y a des religieux musulmans qu'on appelle des oulémas, qui ont une certaine importance dans la société libyenne, qui sont un peu comme des théologiens, en tout cas ils ont une certaine maîtrise de l'islam, et ils ont des privilèges et des avantages qu'on appelle les waqf. Donc on leur fait des dons, ils ont des maisons, ils ont de l'argent.
Kadhafi arrive, il supprime tout ça. Il supprime tout ça. En plus de cela, à travers son livre vert, il va remettre en question certains hadiths de l'islam. Les hadiths, je ne m'intéresse pas trop, mais c'est des préceptes de l'islam qui ne sont pas forcément dans le Coran. Il va remettre en doute certains hadiths de l'islam. En plus de cela, Kadhafi va donner beaucoup de droits aux femmes. Le droit de travailler, le droit de divorcer. Donc, les musulmans conservateurs, voire extrémistes, voire islamistes, n'aiment pas trop Kadhafi. Vraiment, ils l'ont dans le viseur. Mais ils ne peuvent rien faire parce que Kadhafi est puissant à cette époque. Voilà les premiers ennemis qui se mettent à dos. Les seconds ennemis qui se mettent à dos à travers son livre vert, c'est que Kadhafi, si vous vous rappelez, peut-être quand vous étiez jeune et tout, assis au quartier, vous disiez « Ah ouais, hein, en Libye, on ne paie pas l'eau, on ne paie pas le courant, ce qui est vrai, on ne paie pas les impôts, ce qui est vrai, on ne paie pas la maison, ce qui est un peu moins vrai. » En fait, Kadhafi a mis un système en place où aucun Libyen n'a le droit d'avoir 2 maisons. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui en soi n'est pas très grave. Mais le problème, c'est que quand cette loi a été appliquée, on n'a pas regardé ce qui s'est passé avant. Donc, imaginez un mec qui a 15, 20, 10 maisons, qui a des entreprises immobilières. Toutes ces maisons, il les paie parce que les maisons appartiennent dorénavant aux locataires. Bien évidemment, cette mesure a plu aux personnes défavorisées, mais elle a moins plu aux personnes très riches, aux personnes fortunées. Et là, Kadhafi se met d'autres personnes à dos. Après, ça a changé, bien évidemment, mais voilà un peu le fondement. Donc, dès le départ, Kadhafi se met à dos des islamistes et se met à dos des riches. Donc, il se met à dos les puissants et les riches. Première base, n'oubliez pas ça. Gardez ça dans un coin de la tête. Et en plus de cela, il faut préciser que personne n'osait s'opposer à Kadhafi. Ceux qui s'opposaient à Kadhafi étaient dans le meilleur des cas emprisonnés ou étaient exécutés, ou étaient pendus en public. Et ça, c'est pas un mythe, hein. C'est pas l'Occident qui veut salir Kadhafi ou quoi que ce soit. C'était comme ça. En tout cas, il y a plein de personnes qu'il a exécutées pour des suspicions de coup d'État. Voilà. Ça, on ne va pas faire le débat dessus, c'était le cas. Il a fait exécuter également des étudiants. Il a fait exécuter également plus de 1000 prisonniers pour des suspicions d'islamisme. Je ne vais pas entrer dans ce débat, mais en tout cas, je vous mets les faits sur la table. Vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, au sorti de la situation en interne, un Kadhafi aimé par la population, un Kadhafi qui est moins aimé par une certaine frange de la population, mais un Kadhafi qui n'est pas un saint, qui est loin d'être un saint. Mais ça, la population s'en fout parce que la population a de quoi manger, la population a de quoi s'épanouir, la population est dans le beurre. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Maintenant, intéressons-nous à la politique de Kadhafi au plan régional, dans le monde arabe. Je vous ai dit que Kadhafi idolâtrait Gamal Abdel Nasser. Donc quand il devient président, il réalise son rêve. Il travaille directement avec Nasser. Et Nasser l'apprécie. Les deux sont sur la même longueur d'onde. Socialisme, Kadhafi le fait, Nasser le fait. Leurs partis politiques ont les mêmes noms. Nasser est un gars qui coupe les ponts avec le bloc de l'Ouest. Kadhafi aussi coupe les ponts avec le bloc de l'Ouest. Nasser prône le panarabisme. Kadhafi aussi prône le panarabisme. À travers le panarabisme, le projet est simple, c'est que tous les États arabes fassent un État. Comme ça, si on attaque un État, tout le monde réagit. C'est vraiment ça, hein, être un État uni et fort. Sauf que ce panarabisme-là va prendre un coup dur, va prendre du plomb dans l'aile, à la suite d'un événement tragique. Le 28 septembre 1970, Gamal Abdel Nasser meurt. C'est un coup dur pour le monde arabe, mais surtout pour le panarabisme. Kadhafi, qui jusque-là était le poulain de ce dernier, s'autoproclame leader de ce mouvement. Ses relations avec le nouveau président d'Égypte, Anwar el-Sadat, coincent. La personnalité, l'impulsivité de Kadhafi ne convient pas. Kadhafi va essayer un rapprochement avec l'Algérie, le Soudan, le Maroc, mais en vain. Il essaiera même de prendre la Tunisie par la force. Idem pour le Tchad. Mais intéressons-nous un peu au cas du Tchad. Au soir de la mort de Gamal Abdel Nasser, le panarabisme est un échec total. Aucun des pays arabes ne veut s'unir avec le Kadhafi pour faire un État. Le gars est impulsif, le gars est ingérable, il est imprévisible. Franchement, je ne suis pas en train de dire que les Arabes sont traîtres ou quoi que ce soit, mais en tout cas, pour ce cas-là, je peux me prononcer, Kadhafi est très compliqué à gérer. Donc, s'unir avec lui, c'est s'exposer à beaucoup d'intempéries ingérables qui peuvent survenir à tout moment. Vraiment, hein, vraiment. Donc, personne ne veut s'unir avec lui. Mais Kadhafi enchaîne les défaites, les échecs. Donc, il lui faut des victoires, aussi petites qu'elles soient, même si les raisons sont insensées et injustifiées, il lui faut des victoires. Je vous explique. Entre la frontière de la Libye et celle du Tchad, il y a une bande de sable. Cette bande de sable s'appelle la bande d'Aouzou.
La Libye réclame la propriété de ce territoire. Bien avant l'arrivée de Kadhafi au pouvoir, la Libye était empêtrée dans ce conflit avec le Tchad qui lui-même était en proie à une guerre civile entre le sud chrétien et le nord musulman. Donc vous voyez que Kadhafi est arrivé au pouvoir, ce conflit qui a commencé déjà depuis 1965, voit la Libye qui est face au Tchad. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo sur le Tchad qui arrive, il y a une vidéo sur Amin Dada qui arrive, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais de façon succincte et simple, ce qu'il faut retenir, c'est que Kadhafi arrive dans ce conflit-là pour la bande d'Aouzou, qu'il veut. Il veut. Que ce soit du sable ou pas, c'est une victoire qu'il aimerait bien avoir. Il a trop essuyé d'échecs. Il se rend compte qu'à l'intérieur du Tchad, il y a une guerre civile. Le nord musulman se sent lésé parce qu'ils n'ont aucun mot à dire. Ils sont les plus pauvres. Ils n'ont pas de mots à dire politiquement. Donc c'est compliqué. Et là, il se rend compte que le nord est en guerre civile avec le sud. Donc c'est une occasion pour lui. Des musulmans, il va les soutenir. En plus, s'il gagne, il peut avoir la bande d'Aouzou. C'est parfait. Et parmi les leaders de ce mouvement-là, il y a un certain Goukouni et un certain Hissène Habré, futur président du Tchad. Il les soutient et finalement, ils vont gagner. Ils vont prendre le pouvoir au Tchad. Sauf qu'il y a des tensions qui naissent maintenant entre les leaders de ce mouvement-là même, entre Goukouni et Hissène Habré. Kadhafi, je pense qu'il n'est pas très aimé par Hissène Habré. Et donc, un conflit commence entre la Libye et Hissène Habré. Enfin, donc, du coup, c'est entre la Libye et le Tchad. Et très clairement, ce qui se passe, c'est que la Libye est fortement soutenue par la France et les États-Unis, mais surtout la CIA. J'avais oublié de vous le dire, lors du coup d'État que Kadhafi a fait, parmi eux, toute la bande d'amis, là, il y avait un homme, il s'appelait Khalifa Haftar. Lorsque Kadhafi est arrivé au pouvoir, il a donné un poste haut gradé à Khalifa Haftar. Et lorsque la guerre du Tchad a commencé, il a confié ce dossier-là à Khalifa Haftar parce que voilà. Durant cette guerre, la Libye a été défaite. Le 13 avril 1987, face à la puissance de frappe du Tchad, soutenue par la France et les États-Unis, les troupes libyennes rebroussent chemin. Mais il faut préciser que les troupes tchadiennes ont fait des otages. Elles ont pris en otage des soldats libyens. Parmi ces soldats libyens, il y a un certain Haftar. Retenez bien ce nom. On y reviendra. Donc, Kadhafi essuie les échecs. Des échecs, des échecs. Et les choses ne vont pas s'arranger parce qu'il aura également des tensions avec un autre pays voisin. Je vous ai dit que Kadhafi est arrivé au pouvoir à la suite d'un ressentiment que les Libyens ont eu suite à la fameuse guerre de 6 jours où Israël a battu l'Égypte, la Jordanie et la Syrie et toute une clique d'autres pays, je suppose. Sauf que l'Égypte et la Syrie ont gardé rancune. Ce n'est pas fini. Elles ont prévu de riposter. Mais Kadhafi a montré tellement d'amour pour ses frères arabes dans ce conflit qu'il se disait naturellement que le jour où l'Égypte va riposter et va faire un acte 2 de la guerre, lui, il sera convié à la fête. C'est ce qu'il se dit, en tout cas dans son entendement, c'est ça. Sauf que ce ne sera pas ça. Ce sera une autre histoire qui va déplaire fortement à Kadhafi. Le 6 octobre 1973, jour de Yom Kippour, jour du grand pardon, l'un des jours les plus simples de la communauté juive, la Syrie et l'Égypte attaquent l'Israël par surprise avec une force de frappe immense. En 48 heures, les forces égypto-syriennes ont quasiment repris les terres, notamment la péninsule du Sinaï et les plateaux de Golan. Mais Israël a eu le temps de mobiliser ses troupes et de se préparer. La contre-offensive est sans appel. L'Égypte et la Syrie sont une fois de plus battues. Donc vous imaginez que Kadhafi, qui a montré tant d'amour pour ses frères arabes, qui a montré tant de compassion pour ses frères arabes au sortir de la guerre de 6 jours, qui s'attendait à être invité pour une nouvelle guerre, en cas de nouvelle guerre, se rend compte que ses frères arabes se sont associés pour aller faire une guerre sans lui. D'autant plus que la guerre, quand elle a commencé à être vraiment intense, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, d'autres pays sont venus en appui, mais pas la Libye. La Libye n'a pas été conviée. Donc ils ont perdu. Donc Kadhafi est furax. Mais il sera encore plus furax quand il va se rendre compte que le président de l'Égypte, El Sadat, va signer des accords de paix avec Israël et les États-Unis. Il sera même le premier président arabe reçu en Israël. Vous imaginez un peu? Donc Kadhafi est énervé. En plus, El Sadat va recevoir plus tard un prix Nobel de la paix. Donc, oh là là, mais Kadhafi, là, il est énervé, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Mais vraiment, il est furax. Donc, dans la foulée, les tensions vont monter entre l'Égypte et la Libye.
Kadhafi va expulser plus de 200 000 travailleurs égyptiens du territoire libyen. Et là, va s'ensuivre des affrontements maintenant entre la Libye et l'Égypte. Donc du 21 juillet au 24 juillet 1977, une guerre qui dure pratiquement 3 jours, les deux pays vont s'affronter. Bon, vous devez bien que l'Égypte a été soutenue par les États-Unis, bref, je ne vous fais pas de dessin. Mais la Libye est encore battue. Kadhafi se voit encore face à un revers. Donc, on est en 77, à l'aube des années 80, Kadhafi, au plan national, ça va. Là, on fait un bilan à mi-chemin. Au plan national, ça va. Il est populaire de fou, il a fait beaucoup de choses pour son peuple. Son peuple l'aime malgré quelques petites choses. Ça va. Mais au plan régional, le monde arabe lui tourne le dos. Les quelques-uns qui essayent de ne pas lui tenir le dos, ils font une guerre, il est battu. Donc Kadhafi est vraiment acculé. Ça, c'est l'état des choses à l'aube des années 80. Intéressons-nous maintenant à la politique internationale de Kadhafi, là où tous les problèmes ont commencé, et vous verrez que ces problèmes-là vont réjaillir encore sur la situation qui est déjà scabreuse dans la région. On s'y intéresse. Alors, Kadhafi, dès son arrivée au pouvoir, montre les griffes. Parce que depuis qu'il est petit, il nourrit une haine vis-à-vis de la Grande-Bretagne, mais surtout des pays occidentaux qu'il juge coupables des maux que l'Afrique vit. Avait-il tort? Je ne pense pas forcément. Quoi qu'il en soit, Kadhafi monte très très vite les crocs. Dès qu'il arrive, il ferme les banques italiennes, il expulse tous les Italiens du pays, il suspend les permis de travail et il nationalise ses banques. Premier fait en date. Les bases militaires britanniques et américaines sont fermées. On expulse les Britanniques et les Américains. Chose claire. Après, il va s'attaquer à un domaine très sérieux, le pétrole. Il faut savoir que le pétrole a de tout temps été exploité par les sociétés britanniques et américaines. Donc quand Kadhafi arrive, il nationalise ces entreprises-là. Et les Américains et les Britanniques dehors. Là, clairement, les Américains se disent, oh, en fait, dans leur entendement, un Africain, ça fait pas ça, quoi, tu vois. Ils sont choqués. Et Kadhafi va faire autre chose. C'est qu'il va commencer à se rapprocher de l'URSS. Si vous regardez mes vidéos, vous savez très bien que quand je dis URSS, généralement, je dis également guerre froide. Et quand je dis guerre froide, généralement, je dis CIA. Et croyez-moi, quand je parle de la CIA dans mes vidéos, généralement, c'est pas bon. La CIA va commencer à voir Kadhafi dans le collimateur. Et là, clairement, ça sera le début des problèmes. D'autant plus que Kadhafi est soupçonné d'avoir financé de nombreux mouvements dissidents à travers le monde entier. Après, ça peut se comprendre, hein, c'est assez logique les accusations. Kadhafi, dans son entendement, le capitalisme et l'impérialisme doivent être combattus avec toute la force. Donc, quand il apprend que dans un pays, il y a des mouvements dissidents contre le capitalisme, il finance. C'est cadeau, c'est lui qui offre. Il finance. Donc, l'IRA en Irlande, il a financé. L'armée rouge en Allemagne, il a financé. Les dissidents au Guatemala, il a financé. Franchement, il a donné de sa personne. Bon, je ne l'accuse pas, je parle au conditionnel. Il aurait donné de sa personne. Donc, les Américains, ils sont choqués. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait ça. Franchement, là, c'est compliqué. Vraiment, réunion d'urgence, qu'est-ce qu'on fait de ce gars? Qu'est-ce qu'on fait de ce gars? Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il faut savoir qu'au lendemain de la guerre de Yom Kippour, où la coalition arabe a été encore battue par Israël, les pays arabes ont frappé fort. Ils vont se réunir à travers l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs et exploitateurs du pétrole, et décider que tous les pays qui ont soutenu de loin ou de près Israël, les pays occidentaux surtout, devront payer cher. Parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque, 1973, hein, à cette époque-là, le pétrole, c'est l'affaire des Arabes. Tu veux du pétrole, tu vas chez les Arabes. C'est pas négociable, c'est eux qui ont le pétrole. En tout cas, la majorité du pétrole du globe terrestre, c'est eux. Et à cette époque, il n'y a pas de véhicules électriques, il n'y a pas de véhicules biodégradables, je sais pas quoi. Il n'y a rien. C'est que du pétrole. Donc, et ça, les Arabes en sont conscients. Là, on va rentrer dans le choc pétrolier. Ils vont se réunir et ils vont décider d'augmenter le prix du baril de pétrole de 45%. Voire le double, voire le triple. Donc, le prix du baril de pétrole qui est à 3 $ passe à 6 $ souvent, face à 12 $ souvent. Bref, ils s'amusent. Les Occidentaux sont en PLS total. Et Kadhafi fait partie de ces États arabes-là qui veulent appliquer ça fort.
Mais ce n'est pas fini. Kadhafi va militer ardemment pour que, en plus de ces mesures qu'on a prises, on puisse réduire la production de pétrole, histoire de créer une pénurie, et le peu qui reste, on vend cher. La mesure va avoir l'effet d'une pierre deux coups. Il fait du mal aux Occidentaux, financièrement, à leur poche, et financièrement pour son pays, ça va bien, parce que le pétrole s'achète à des prix encore plus élevés. Donc la population est contente, parce que Kadhafi, on peut tout lui dire, mais dès qu'il reçoit l'argent, il redistribue. Parce qu'il a subventionné beaucoup de choses en Libye. Par exemple, à titre d'exemple, le pouvoir d'achat en Libye était subventionné. Je m'explique. Si vous achetez une bouteille de coca à 10 euros, il faut savoir que la bouteille de coca en réalité coûte 17 euros. Parce que la Libye, l'État a subventionné une bonne partie du prix de la bouteille. Donc les salaires suffisent largement pour vivre. Franchement, ils étaient bien. Malgré beaucoup d'exactions et tout, ils s'en foutaient de toute façon. Il y a l'argent, on n'a pas le temps. Kadhafi, ah non, il est dictateur, on n'a pas le temps. C'était vraiment ça. Hein. C'était vraiment ça. Donc les Américains sont dans une impasse. Il faut faire quelque chose. À cette époque, il y a le président Ronald Reagan. Ronald Reagan, le même président qui disait dans ma vidéo sur Samuel Doe, que je vous montrerai quelque part ici, qui disait que Samuel Doe était un très bon président. Ce mec détestait Kadhafi. Il a même surnommé le Mad Dog, le chien fou. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire contre le chien fou? C'est une vraie question. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès les années 70, Kadhafi a décidé qu'une région appelée le Golfe de Sidr, qui est aux frontières de la Libye, Kadhafi a décidé que ces eaux-là font partie du territoire libyen. L'espace aérien de cette zone-là fait partie du territoire libyen. Donc, quiconque s'y aventure sans autorisation sera abattu. Et ça, les Américains en sont conscients. Ils en sont même très conscients. Ce qui va se passer, c'est que les Américains se disent on doit taper Kadhafi physiquement et vite. Mais pour ce faire, il nous faut des motifs valables. Il nous faut, même si c'est un petit truc qu'on pourra montrer aux gens pour dire « Ah, vous avez vu ce qu'il a fait ». Donc là, il faut le titiller. En plus, ils savent que Kadhafi est impulsif. Il ne réfléchit pas beaucoup souvent sur le coup. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que dans ce fameux golfe de Sidr, ils vont envoyer 2 chasseurs F-14 pour aller en reconnaissance. La vraie question, c'est tu quittes aux États-Unis pour aller reconnaître quoi en Libye? Mon frère, comme le disent les Khmers, ouais. Donc ils partent en reconnaissance là-bas. Et dès qu'ils arrivent, bien évidemment, arrivera ce qui va arriver. Incident, 2 avions libyens sont touchés, les pilotes s'éjectent. Pas de problème pour les pilotes américains. Ah, Kadhafi, on le titille, mais il n'agit pas assez bien. Donc là, les Américains réfléchissent encore à un autre plan qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir frapper le gars. Parce que là, ça urge. C'est à ce moment-là qu'un événement va changer un peu la donne. Le 6 octobre 1981, le président d'Égypte, El Sadat, que Kadhafi déteste de toute son âme, est assassiné lors d'un attentat. Et lorsqu'il est assassiné, le peuple libyen fête ça comme s'ils avaient gagné la CAN. Mais vraiment, c'est des cris de liesse, c'est la joie dans les rues. Kadhafi même montre quand même une joie assez... ça se voit qu'il est content. Donc clairement, ça choque la communauté internationale, les Américains encore plus. Et là, ça pose vraiment un problème. Il faut vraiment agir vite pour Kadhafi parce que c'est problématique. C'est très très problématique. Et là, ce qui va se passer, c'est que les Américains et la CIA se rappellent qu'il y a une arme qui a toujours marché avec la CIA. On prend des gens, on les arme, on les entraîne quelque part dans la brousse, et après on les finance et ils vont attaquer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que le 8 mai 1984, on entend à la radio libyenne que l'armée est en train de faire une mutinerie et un coup d'État qui est en cours. On entend des bombardements, des coups de fusil, des armes lourdes. L'après-midi, l'affaire est réglée, le coup d'État est déjoué. Kadhafi a attrapé les personnes qui étaient dans ça, il les a exécutées sur la place publique, histoire d'envoyer un message très fort. Et là, clairement, on apprend quelques temps plus tard que ces gars-là avaient été soutenus par une grande puissance. Suivez mon regard. Ce qu'il faut dire, c'est que Kadhafi était habitué aux attaques. Dès son arrivée au pouvoir, l'année d'après 1970, il a été victime d'une attaque financée par la Grande-Bretagne et Idriss Ier qui voulait revenir au pouvoir avec des mercenaires français. Dans la foulée, il a également subi une attaque qui aurait été financée par Hassan II, roi du Maroc, pour l'assassiner avec des mercenaires français dont le célèbre Bob Dinard. Ils ont été également repoussés. Donc Kadhafi, ce n'est pas le genre de président qu'on enlève au pouvoir en finançant des gens avec quelques armes automatiques et des beaux treillis. Et ça,
Les Américains ne l'avaient pas compris, mais sauf que là, ils l'ont compris. Donc il faut changer de fusil d'épaule pour pouvoir trouver une solution au problème Kadhafi. D'autant plus que le mec a commencé à dire que lui, Israël et les États-Unis le menacent trop. Donc il a commencé à concevoir un programme nucléaire. Donc l'aboutissement du programme nucléaire, c'est avoir la bombe atomique. Et là, les Américains ont froid dans le dos. Ils se disent, mais tiens, si ce gars-là a la bombe atomique, mais c'est fini. Clairement, c'est fini. Donc là, agir, ce n'est même plus... c'est urgent. Vous savez, dans l'histoire des présidents africains qui ont osé s'opposer à l'impérialisme, généralement, c'est eux les chasser. Et la CIA et la DGSE et tous ces organismes occidentaux-là, ce sont eux qui chassent. Kadhafi a été le premier qui répondait coup pour coup. On n'est pas là pour dire que ce qu'il faisait était bien ou mal. Non, là n'est pas le débat. Je vous laisse à vous le choix de le faire. Mais ça a été une donnée nouvelle. Et je pense que rien que ça déstabilisait vraiment les Occidentaux. Ils se disaient, mais qui est ce mec? Parce qu'il osait faire des choses que personne n'osait faire. Et ça, vraiment, c'était un gros problème. Donc, il fallait vraiment l'éliminer. Vraiment, vraiment. Le 5 avril 1986, une bombe explose dans une discothèque de Berlin-Ouest où les soldats américains ont l'habitude d'aller. Bilan, 3 morts. Le coupable choisi, c'est Kadhafi. Dès cet instant, les Américains ne vont pas se gêner. Ils ont enfin l'occasion d'agir et ils ne vont pas se priver. Ils vont donc lancer l'opération Eldorado Canyon. Dans la nuit du 16 avril 1986, des avions américains F-11 bombardent directement de nombreux endroits stratégiques de Tripoli, des casernes militaires, l'aéroport, mais aussi le quartier général de Kadhafi, avec l'intention officieuse de l'assassiner. Malheureusement pour eux, Kadhafi échappe à cette attaque. Certaines rumeurs disent qu'un certain président en Europe leur a appelé pour le prévenir, donc il a pu se mettre dans son bunker. Ça, ce sont des spéculations, je ne vais pas rentrer dans ça, mais quoi qu'il en soit, il a échappé. Kadhafi a survécu. Et dès cet instant, il y aura une escalade de la violence et de la terreur, mais sans précédent. Le 21 décembre 1988, un Boeing 747 effectuant le vol entre Londres et New York explose au-dessus du village de Lockerbie en Écosse, après la détonation d'une bombe. Kadhafi est pointé du doigt. Le 19 septembre 1989, un vol Brazzaville-Paris via N'Djamena explose au-dessus du Ténéré au Niger. Vous devinez bien que pour cet attentat, le suspect numéro 1, c'était Kadhafi. En fait, le suspect numéro 1, c'est pas Kadhafi. C'est que, au sortir des enquêtes qui ont été effectuées par l'Occident, il semblerait que les personnes responsables de cet attentat soient des proches de Kadhafi, chef de sa sécurité, chargé de l'aviation, des trucs comme ça. Et donc, quand on accuse ces gens, on demande à Kadhafi de les rendre à la justice, Kadhafi refuse. Il n'est pas conciliant. Donc, automatiquement, on se dit, c'est lui. Donc, le monde a choisi, Kadhafi est le coupable. Et là, clairement, il y a une pression énorme qui se met sur Kadhafi. Tout le monde entier le voit comme un terroriste. Je ne sais pas s'il est où, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, la pression se met énormément sur lui. S'ensuit en 1992 un embargo aérien sur la Libye. Alors, moi je trouve que l'embargo, c'est la mesure la plus hypocrite. Parce que quand on fait un embargo sur un président, c'est pas lui qui est touché, c'est le peuple. Peut-être que le but, c'est que le peuple se révolte pour enlever le président, mais en tout cas, avec la Libye, ça n'a pas marché. Mais quoi qu'il en soit, cet embargo-là, aérien, a affligé la Libye, d'autant plus que ça coïncidait avec une crise qui est arrivée également, la chute du coût des barils de pétrole. Donc, Kadhafi se retrouve avec moins d'argent provenant du pétrole, donc moins d'argent pour subventionner tout ce qu'il faisait dans l'État libyen. La monnaie libyenne chute, donc les Libyens se retrouvent avec un pouvoir d'achat qui est passé de pouvoir d'achat supersonique, dopé, au pouvoir d'achat très fragile. Ils se retrouvent dans une situation difficile. Les Libyens qui n'avaient pas l'habitude de sortir du pays pour aller se faire soigner vont désormais maintenant en Tunisie se soigner parce que les hôpitaux commencent à être délabrés, les salaires ne suffisent plus pour payer le nécessaire pour vivre. Et là, clairement, tout ce que Kadhafi faisait de mal jusqu'à présent, sur lesquels les Libyens fermaient les yeux, là maintenant, il commence à s'intéresser à tout ce qui fait de mal. Le peuple qui le soutenait tel un homme commence à être un peu moins enclin à le supporter dans toutes ces actions à travers le monde entier, ces actions à travers le monde arabe. Et là, Kadhafi se sent de plus en plus impopulaire. Et là, il se sent vraiment en danger. Mais je le répète encore une fois de plus,
Quand la CIA vous a dans son collimateur, rien n'y fait. Vous êtes dans de sales draps. Si vous vous rappelez au début de la vidéo, j'ai parlé d'un monsieur qui s'appelle Haftar. Un gars qui a aidé Kadhafi à faire son coup d'État, qui faisait partie de ce collège de combattants. Là. Ce Haftar a été placé à un haut poste dans l'armée libyenne par Kadhafi. Et Kadhafi l'a envoyé pour aller au combat dans le cadre du conflit contre le Tchad. Mais ce Haftar a été emprisonné durant ce conflit. Et ce Haftar a été approché par la CIA. Ils lui ont dit, poto, si tu veux vivre et si tu veux être libre, il va falloir que tu travailles pour nous. Du coup, Haftar a commencé à travailler pour la CIA. Ils l'ont envoyé aux États-Unis, ils l'ont entraîné, ils l'ont nourri, ils l'ont logé, ils l'ont financé pour qu'il puisse attaquer Kadhafi le bon moment venu. Sauf que Kadhafi est mal. Son peuple est à l'agonie. Parce que le mythe du peuple libyen qui vivait dans l'opulence et tout, ça commençait à prendre fin. Kadhafi est un peu mal. En tout cas, il est fébrile aux yeux du monde occidental. Même si, quoi qu'il en soit, il y avait un peuple qui le soutenait, mais vraiment à fond. Et là, ils se disent qu'en 2000, c'est l'occasion parfaite pour enfin agir, pour mettre le coup de grâce. Donc, Haftar et sa bande attaquent la Libye. Je pense environ 150, 200, 300, c'est plus trop. En tout cas, ils attaquent la Libye. Mais je vous ai dit une chose, c'est que Kadhafi, les attaques venues de l'extérieur, il est habitué. On peut tout lui reprocher. On peut dire militairement qu'il perd beaucoup de guerres aux alentours. Mais venir l'attaquer chez lui, ils sont repoussés très très vite. Très très vite. Très très vite. Sauf que certains événements vont pousser Kadhafi à changer de fusil d'épaule. Pour la première fois dans l'histoire, Kadhafi allait la jouer diplomate. Mais oui, diplomate. Incroyable, mais c'est vrai. Le 11 septembre 2001, les États-Unis se réveillent avec un attentat. Les tours jumelles sont touchées, des centaines de morts. Dans la foulée, George Bush annonce une représaille sans précédent contre le terrorisme, notamment contre les présidents qui soutiennent le terrorisme. Et le premier qui va prendre cher, c'est Saddam Hussein en Irak. Donc Saddam Hussein est arrêté, vous connaissez la suite, il finit très mal. Kadhafi est assis chez lui, il voit ça à la télévision. Il voit ça à la télévision. Il s'est dit, purée, les États-Unis sont déchaînés. Le prochain peut être moi. Et là, je ne sais pas qui était son conseiller à cette époque, mais ce mec aurait dû rester avec Kadhafi jusqu'à la fin de ses jours parce qu'il lui aurait sauvé la vie. Kadhafi décide donc de montrer patte blanche. Il annule son projet nucléaire, de conquête nucléaire ou de ces pas bombes atomiques là. Il annule tout ça. Il dit aux États-Unis, aux Américains, à tout le monde entier, moi je ne suis plus dans ça, j'arrête. On dit, oh, mais Kadhafi c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu fais? Il va maintenant donner à la justice internationale les soi-disant suspects dans les attentats là, qui protégeaient. Il va les donner à la justice internationale. Faites-en ce que vous voulez. Mettez-les en prison, exécutez-les, faites ce que vous voulez. Oh, Kadhafi, qu'est-ce qui se passe? Mais dans toutes mes vidéos, je le dis ici, les problèmes politiques qu'on vous montre dans les médias, c'est pas ça. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Kadhafi va prendre une décision qui va changer la donne. Des gens qui le traitaient de terroriste, des gens qui le traitaient de mégalo, des gens qui le traitaient de meurtrier deviendront ses amis. Ils viendront manger à Tripoli, ils viendront se lécher les doigts, ils viendront danser. Je vous assure. Kadhafi annonce officiellement que après 30 ans d'exclusion dans l'exploitation du pétrole, il ouvre de nouveau l'exploitation du pétrole aux entreprises occidentales. Alors là, dès qu'il fait ça, je pense qu'à l'aéroport de Tripoli, c'était embouteillage. Tony Blair, il est en Libye tout le temps, comme si c'était Marbella. Il est là tout le temps. Dans la foulée, chez le BP, signe des contrats à coût de millions de dollars. Milliards même, si je ne me trompe pas. Toutes les grandes puissances viennent. Mais il y a une puissance dont je n'ai pas encore parlé. La France. Alors, le cas de la France est un peu plus complexe. Pourquoi? À cette époque, qui est président? Chirac, si je ne me trompe pas. Chirac déteste Kadhafi au plus haut point. Ça tombe bien, Kadhafi déteste Chirac au plus haut point. Mais Chirac et la France, ça ne les dérange pas d'avoir l'agent de la Libye. On est d'accord? Pour ce faire, on va envoyer le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Nicolas Sarkozy. Il voit Kadhafi,
ils boivent du thé ensemble, ils mangent du couscous, je suppose. Kadhafi est dépeint comme un nouveau saint, un nouveau gentil, l'agneau immolé de Dieu, l'adorable. Mais nous sommes en 2005, 2006, voire 2007. Sauf que, 4 ans plus tard, Kadhafi est assassiné le 20 octobre 2011. Que s'est-il passé entre 2004, 2005 jusqu'à 2011 pour que cet homme qui était l'agneau immolé de Dieu, le gentil, le plus doux, soit finalement assassiné avec la bénédiction de ces Occidentaux qui le traitaient de nouveau comme un gentil? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Et je vous avoue que c'est ma partie préférée de la vidéo. Si vous êtes resté jusque-là, je vais vous expliquer tout ça. Pour comprendre l'assassinat de Kadhafi, il faut vraiment reprendre l'histoire là où elle a commencé. Nous sommes en 2003-2005, il a ouvert le pétrole à toutes ces puissances occidentales, là, elles viennent à foison. Sarkozy vient au nom de la France, mais le courant passe entre Sarkozy et Kadhafi, c'est un coup de foudre. Le jeune homme est fougueux, mais quand il arrive, il montre du respect à Kadhafi. Kadhafi, c'est un Arabe, c'est un Africain. Il accorde beaucoup d'importance à ça. Et je pense que Sarkozy a bien travaillé son dossier, son sujet, parce que humainement, ça passe crème. Et Kadhafi se dit, je vais miser sur l'avenir. Ce jeune homme, s'il est président, ça pourra rétablir les relations entre moi et la France. Ça tombe bien. Sarkozy deviendra président à la suite des élections qui suivent. Donc 2007, Sarkozy est président. Mais Sarkozy, une fois arrivé au pouvoir, veut frapper un grand coup, veut montrer aux Français qu'il est là. Ça tombe bien. Il y a un dossier qui est chaud bouillant, qui traîne depuis longtemps, qui n'arrive pas à être résolu, le dossier des infirmières bulgares. Il faut savoir que depuis 1999, les infirmières bulgares ont été arrêtées et emprisonnées parce qu'elles auraient inoculé le virus du sida à des enfants, environ 400 enfants. Donc Kadhafi les aurait mis en prison. Infirmières bulgares, on parle d'infirmières, mais il n'y a pas que des infirmières, il y a des infirmières bulgares, et il y a aussi un médecin palestinien. Voilà. Donc il emprisonne ces femmes-là. Les négociations n'avancent pas du tout. Pas du tout. Sauf que 2003, 2004, 2005, 2006, Sarkozy venait beaucoup. Il a tissé des liens avec Kadhafi. Et là, s'il libère ses filles, il frappe un grand coup. La France va kiffer de ouf. Il sait que un pays comme la France, il y a toujours des problèmes politiques chaque 6 mois. Il sait qu'avec ça, il est tranquille pendant, je sais pas, 2-3 mois. Tu vois? Contre toute attente, les négociations avancent. Tic. Juillet 2007, elles sont libérées. Elles atterrissent en Europe. Tout le monde est content. C'est parfait. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que Sarkozy a donné à Kadhafi pour pouvoir libérer ses filles? C'est ce dont on va parler maintenant. Alors, on ne saura jamais la teneur des conversations et des accords, mais on sait une chose. C'est que Kadhafi a libéré ces jeunes dames en contrepartie de beaucoup de choses, dont un voyage à Paris. Peut-être comme nous tous, il voulait visiter Paris, mais il voulait être reçu officiellement, visite d'État à Paris. L'homme que Sarkozy, que Chirac, que tous les Français décrivent comme un assassin. Mais il n'y a pas que ça dans l'accord. Ça, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Restez concentrés. Donc, il a libéré les filles, mais il doit effectuer son fameux voyage. Sauf que Kadhafi vient effectivement en France le 10 décembre 2007. Je ne sais pas si vous maîtrisez un peu les anniversaires et les dates. Le 10 décembre 2007, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Des droits de l'homme. C'est pas opportun. Hein. C'est pas au hasard. Je ne sais pas si Kadhafi a fait exprès, mais en tout cas, la France ne s'en est pas rendu compte. Donc, Kadhafi vient à Paris, et comme il n'est pas discret, il vient avec une légion de soldats, ses Amazones, plein de voitures, plein d'avions, bref, toute la cargaison. Et Kadhafi arrive, il est reçu par Sarkozy. Kadhafi, qui est un bédouin, qui ne dort pas à l'hôtel quand il vient dans les pays, il dort dans cette tente, il est autorisé à planter sa tente sur le parvis de l'Élysée. Les gars, sur le parvis de l'Élysée. Il fait du feu comme en Afrique. Je suppose qu'il braisait même des viandes pour manger avec la tiké ou du bâton de manioc ou du tchèp. Mais grosso modo, Kadhafi a été reçu à l'Élysée. Il dort sur le parvis de l'Élysée. Mais ça, je pense que les Français étaient occupés par autre chose et ne s'en ont pas rendu compte forcément. Il y a une personne qui va mettre le feu aux poudres. Ramayad.
Ramayad, à cette époque, est ministre chargé des Affaires étrangères et des droits de l'homme. Donc, avant que Kadhafi n'atterrisse, elle passe à la radio, elle fait une déclaration qui va mettre le feu aux poudres. Je vous laisse l'écouter. Je me retrouve avec une journée des droits de l'homme sur les bras et Kadhafi sur le tarmac d'Orly. Donc, pour moi, c'est un problème. Il serait indécent que cette visite se résume à la signature de contrats. On ne peut pas accorder une confiance absolue à quelqu'un qui demande à être traité comme n'importe quel chef d'État et qui, avant même d'être arrivé sur le sol français, affirme que le terrorisme est légitime pour les faibles. Que Kadhafi vienne à Paris, d'accord, mais qu'on lui tienne un discours rigoureux sur la question des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, en Libye, les droits de l'homme ne sont pas encore respectés. Je parle de la peine de mort, je parle des disparus, des prisonniers politiques. Toutes ces questions doivent être soulevées le jour de la visite de Kadhafi en France. Au sortir de cette déclaration, tous les médias s'empressent d'en parler. Les médias d'information en continu. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de médias d'information en continu. C'est une chaîne de médias qui est là, qui toute la journée, sans pause, vous sert de l'information. Sauf que le risque, c'est que nous, on n'est pas des animaux. Il y a des jours, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, quand il n'y a absolument rien, ces médias-là doivent créer des informations. Et c'est ce qui se passe. Je ne vais pas citer les chaînes, mais souvent, il n'y a absolument rien. On te dit, ah, il y a un oiseau qui a mordu un footballeur. C'est scandaleux, c'est un oiseau islamiste. C'est vraiment ça. Donc, dans ce contexte-là, Ramayad fait sa déclaration. Boum! Les médias en chaîne d'information en continu prennent. Dans la radio, à la télévision, les Français dans les voitures. On entend ça toute la journée. Kadhafi qui aurait tué 500 personnes arrive en France. Il est reçu par le président français. De surcroît, le jour de la journée des droits de l'homme, il va dormir sur le pavé. Les Français sont outrés. Ça commence à prendre une ampleur de la taille d'une bombe. Sarkozy est obligé d'intervenir. Sarkozy prend la parole, il fait un discours. J'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Dans tous ses aspects. Tout ce qu'il restait à faire. Et cet extrait-là, Kadhafi ne va pas du tout apprécier. Parce qu'on parle quand même du guide suprême. Le guide est au-dessus du président. Pourquoi un petit président d'un mètre comme, je sais pas comment on va lui parler comme ça? Kadhafi n'est pas d'accord. Et ça, il ne kiffe pas du tout. Mais je ne sais pas à cette époque qui était le conseiller de Kadhafi. Mais franchement, ce gars a fait du bon boulot. Parce que Kadhafi n'a rien laissé transparaître. D'autant plus que durant son séjour, Sarkozy s'est dit, Kadhafi vient 3 jours après, il rentre. Non, 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 non. Kadhafi, c'est le genre de pote, vous savez, le genre de pote qui a beaucoup d'argent, mais que vos parents n'aiment pas ou que votre entourage n'aime pas parce qu'on a l'impression qu'il est très peu fréquent. Il n'est pas recommandable. Kadhafi arrive à Paris, au lieu de 3 jours, il prolonge son séjour. Il va aller au musée de Louvre, il va aller au château de Versailles. Quand il passe, on bloque les routes. Donc les Français n'en peuvent plus. Mais vraiment, ils sont au bout du rouleau. Ils n'en peuvent plus. Et en plus, ce gars, pour eux, c'est un terroriste. C'est un mec qui a tué, quoi, tu vois. Et il faut savoir que parmi les victimes, il y a des Français. Donc, t'imagines, il y a des victimes, il y a des parents de victimes qui passent et qui voient la personne qui est supposée être l'assassin, qui est supposée être l'assassin de leurs parents, se promener au musée, tout. Donc, franchement, la tension monte. La tension monte. Sarkozy fait son premier discours, il dit qu'il a, en guillemets, recadré Kadhafi. Kadhafi voit ça, il est vénère, mais il prend son mal en patience. D'autant plus qu'il y a un discours avant son départ officiel où les deux sont là. Tu sens sur le visage de Kadhafi qu'il n'est pas très content. Ça se voit. Sarkozy, lors de ce discours, dit oui, Kadhafi est venu, son séjour s'est bien passé, on le remercie d'être venu, il rentre chez lui, mais il profite également pour dire aux Français, entre les lignes, vous vous plaignez, mais Kadhafi va nous rapporter beaucoup d'argent parce qu'on est en train de signer de gros contrats. Et je vais signer une dizaine de milliards de contrats avec la partie libyenne. C'est pour l'emploi et la croissance des Français. Et que les choses soient claires, je suis là aussi pour me battre aux côtés des entreprises et des usines françaises pour que nous ayons les contrats et les commandes que les autres étaient tellement contents d'avoir à notre place. D'armement. Parce que c'est vrai. Dans cette histoire de libération d'otages, la Libye a prévu d'acheter beaucoup d'armes à la France, beaucoup de pilons, de mortiers, de munitions, mais surtout de Rafale. Et là, vous dites, mais c'est quoi les Rafales? De vent? Non. Le Rafale, c'est un avion chasseur français. Un avion qui a du mal à se vendre, mais vraiment. À un moment, le Brésil devait en acheter, ils n'ont pas acheté. À un moment, l'Inde devait en acheter, ils n'ont pas acheté.
personne ne veut l'acheter. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais personne ne veut l'acheter. Kadhafi, lui, en a acheté beaucoup. Mais sauf que Kadhafi se sent vexé. Parce qu'il a le sentiment qu'il a été entier avec Sarkozy. Et Sarkozy le lâche comme une paria aux yeux des Français. À aucun moment, il ne prend sa défense, tu vois. Ça, c'est un sentiment, je pense, typiquement africain. On est attaché vraiment... Il n'y a pas de contrat, mais on est vraiment attaché aux valeurs, aux principes, à certains principes. Donc là, il le vit très très mal. Vraiment, il le vit très très mal. Mais il prend sur lui. Donc la veille de son départ, il doit donner une interview aux journalistes français. Désolé, j'ai la gosse sèche, j'ai tellement parlé. Donc les journalistes français lui disent, mais le président Sarkozy nous a dit que il vous a parlé par rapport aux droits de l'homme, que vous devrez un peu vous saisir, nanana. Il dit non, pas de ça. Donc là, il discrédite Sarkozy une fois de plus. Et il rentre en Libye, on le relance. Allô Kadhafi, les Rafales, c'est comment? Il n'achète pas. On parle quand même de contrats de milliards d'euros. Ça aura rapporté beaucoup d'argent à la France. Et Sarkozy, sans s'en rendre compte, s'est porté garant devant les Français. Échec. Après ça, Sarkozy chute dans les sondages. Mais c'est violent. Il chute dans les sondages. Les Français sont de plus en plus critiques vis-à-vis de lui. Et là, Sarkozy a une mauvaise dent contre Kadhafi. Mais vraiment une mauvaise dent. En plus, à cette période, Kadhafi est retourné dans ses anciens démons. Il commence à faire des déclarations au sommet du monde arabe. Il insulte le roi d'Arabie Saoudite. Il commence à dire que les Arabes ne sont pas solidaires. Ils n'ont pas soutenu pendant la guerre. Ils n'ont pas soutenu Saddam Hussein. Vraiment, les vieux démons de Kadhafi, ils reviennent. Il ne se contrôle plus. Il n'est plus diplomate. Il dit les choses comme ça. Et là, il se met à dire que lui, il songe même à renationaliser le pétrole libyen. Et là, quand il dit ça, les Américains, tout le monde se lève. Oh. Nous, on n'a même pas encore fini de manger. Tu veux nous enlever l'assiette. Là, tout le monde se met en mode warrior. Tout le monde est unanime. Il faut en finir avec ce gars. Mais vite. Mais il faut trouver le motif. Je vous ai dit, en toute chose, il faut trouver le motif. Et ce motif-là ne va pas tarder à arriver. Nous sommes en 2010. Il y a un événement, une mouvance qui fait la une des journaux. Le printemps arabe. Le 17 décembre 2010, un jeune vendeur de fruits et de légumes tunisien du nom de Mohamed Bouazizi, âgé de 26 ans, voit ses marchandises confisquées par la police. Ce n'est pas la première fois, mais c'est la fois de trop. Le jeune est tellement dépité qu'il s'immole par le feu devant la préfecture de la ville. De là s'en suivent des manifestations monstres. Le peuple en a marre. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le président renversé, d'autres présidents dans la sous-région sont renversés, d'autres présidents dans les États arabes sont renversés. Et là, les Occidentaux se disent, même pas les Occidentaux, Sarkozy se dit, c'est le moment d'en finir. Ce gars va me payer ce qu'il m'a fait. Donc, comme je vous disais, le printemps arabe, c'est le motif parfait pour l'Occident. En tout cas, pour la France, pour agir. Et je sais que vous avez entendu dans les médias des choses du style, le printemps arabe est arrivé en Libye, les Libyens se sont soulevés comme un seul homme, comme en Tunisie, pour renverser Kadhafi. Ce n'est pas ça, c'est du pur mensonge. Ça, je m'engage à le dire, c'est du pur mensonge bricolé, fabriqué pour être servi. Parce que le printemps arabe a une caractéristique simple. C'est le peuple qui s'élève comme un seul homme, en majorité le peuple, sans armes, qui renverse le pouvoir. Dans le cas de Kadhafi, ce sont des civils, les Libyens, qui avaient Kadhafi déjà dans le collimateur depuis longtemps, comme je vous l'explique au début de la vidéo, des islamistes. C'est très important, hein, des islamistes, des riches du pays, qui se sont levés, qui ont été armés pour attaquer Kadhafi. Je le précise, hein, ce n'est même pas moi qui le dis. Ce sont des anciens espions de l'armée française, des anciens espions de la DGSE, l'équivalent de la CIA en France, qui le disent. Je vous mets un extrait. Bonjour Jean-François Lhuillier. Bonjour Laurent. C'est ce que vous exprimez dans votre livre, c'est qu'on n'a pas eu de révolution libyenne, entre guillemets, mais un soulèvement armé en Cyrénaïque, dans l'est de la Libye, qui a à ce moment-là été soutenu par une intervention internationale. Oui, c'est très exact. Il n'y a pas eu de révolution libyenne. J'étais sur le terrain, donc j'avais des sources un petit peu dans tous les niveaux de la société. Bien sûr qu'il y avait des foyers de mécontentement, mais ça prenait pas une ampleur incroyable. Quelle est la dynamique de ce qui s'est passé dans ce cas, si ça n'est pas une révolution libyenne? La Cyrénaïque a toujours eu, par rapport à Tripoli, un réflexe presque d'indépendance. Et les islamistes
évidemment, joue sur cet aspect-là. Les islamistes sont très bien implantés, très forts là-bas. Et donc tout ça, ça s'agrège et les mécontentements explosent. Voilà. La France va donc prendre résolument le parti des insurgés. Vous allez au fil des jours devenir vous-même témoin et même acteur de cette aide. Comment se traduit-elle cette aide concrètement ? La France envoie des armes aux rebelles. C'est la principale aide que l'on apporte aux rebelles, en fait. Donc, en fait, on a profité de cette mouvance de printemps arabe pour instrumentaliser des Libyens pour attaquer Kadhafi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très grave. C'est très, très grave. Et ce qui est encore plus grave dans cette histoire, c'est que parmi ces gens qu'on a instrumentalisés, il y avait des islamistes. Islamistes, ce n'est pas musulman. Hein. Islamistes. Est-ce que vous comprenez? Et il y a eu beaucoup d'événements assez louches et incohérents. C'est-à-dire que dès que le conflit, soi-disant printemps arabe a commencé en Libye, Sarkozy s'est empressé de faire un discours pour dire il faut agir en Libye. Mes chers compatriotes, c'est mon devoir de prendre les décisions qui s'imposent quand les circonstances l'exigent. Nous avons donc le devoir d'agir face à la crise libyenne dont les conséquences pourraient être très lourdes pour la stabilité de toute la région. Dès qu'il a fait le discours, quelques jours plus tard, il recevait le CNT. Le CNT, c'est le Comité national de transition. Donc, ces fameux rebelles qui sont levés pour pouvoir enlever Kadhafi, là, ils ont créé un comité qui s'appelle le CNT. Il a reçu le CNT à l'Élysée. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a reçu des rebelles à l'Élysée. Il les a validés officiellement. Sa démarche est tellement incongrue que même ses alliés britanniques et américains n'ont pas compris. Ils étaient dépassés par les événements. Normalement, dans ce genre de choses, tu nous consultes et on essaie de voir ces gens. Le CNT, c'est qui? Est-ce que c'est des gens qui seront favorables à nos business? Est-ce que c'est des gens qui vont nous laisser piller la Libye? Est-ce que c'est des gens qui sont un peu comme Kadhafi? Rien. Il les a validés officiellement à la télévision. Ils sont passés à l'Élysée, ils ont été salués chaleureusement, ils sont repartis chez eux. Ça met déjà les premiers soupçons. Pourquoi Sarkozy était aussi pressé d'en finir avec Kadhafi? Et ce n'est pas tout. C'est hallucinant cette histoire. Ce n'est pas tout. C'est que ce qui s'est passé, c'est que il a fait ce discours, il a reçu, le CNT les a validés, sauf que Kadhafi a un défaut, ce gars, il n'a pas de tact, il n'a pas de diplomatie. Le mec fait un discours à la télévision où il dit que, ok, Benghazi veut m'attaquer, mais sachez que tous les gens de Benghazi, là, toutes les maisons, toutes les grottes, vous tous, vous serez traqués et tués. Donc clairement, là, tu donnes la batte pour te faire battre. Et dans la foulée, il envoie des chars sur Benghazi. Et là, c'était un cadeau, c'était une passe décisive pour Sarkozy. En même pas 2 semaines, Sarkozy convoque une réunion avec l'OTAN. Il a dit, ok, Kadhafi va tuer les gens. On ne peut pas laisser, on est gentils, nous. Qu'est-ce qu'on fait? Dès cet instant, ils n'ont même pas encore fini les réunions que les chasseurs français ont commencé à pilonner les positions de Kadhafi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ils ont commencé à pilonner les positions de Kadhafi en février-mars. Ils ont commencé à le pilonner. Sauf que Kadhafi a fait une déclaration fracassante dans les jours qui ont suivi. Il a officiellement dit, en tout cas sous-entendu, que c'est lui qui aurait mis Sarkozy au pouvoir. Comment tu mets un président occidental au pouvoir? C'est en le finançant. Là, les gens l'ont pris comme un fou et tout, mais jusqu'à présent, ça suit Sarkozy. Je ne veux pas rentrer dans ça, mais je veux pas rentrer dans ça parce que je n'ai pas de problème, mais ça suit Sarkozy jusqu'à présent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et dès l'instant où il a dit cette phrase, on a déversé des tonnes d'armes aux forces rebelles. Et ce qui s'en est suivi, c'est que dans les jours qui ont suivi, le palais de Kadhafi est tombé entre les mains des rebelles. Et 2 mois plus tard, Kadhafi était en fuite avec son convoi. C'est un avion français qui a bombardé son convoi. Donc, tuant ses gardes du corps, le peu de gardes qui sont restés à côté de lui, un a été décapité, l'autre a été démembré. Et Kadhafi a été saisi par les rebelles. L'armée française s'est retirée, laissant les rebelles faire les sales besognes. Je me pose une question. Si Kadhafi est un assassin,
les autres, tous les gens de l'OTAN, toute la bande autour, ils sont quoi? Parce que je ne parle même pas de l'assassinat de Kadhafi. C'est qu'il faut comprendre qu'à l'OTAN, c'est des gens qui ont étudié, c'est des gens qui connaissent la politique plus que moi. Moi, je ne connais rien à la politique. Moi, je prends juste des faits, j'en parle. Je ne connais absolument rien au jeu de politique. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont bombardé un mec sans même prévoir qui va le remplacer, sans même prévoir que la montée de l'islamisme, le continent, allait être fracassante, sans même prévoir que les flux migratoires, parce que Kadhafi faisait le sale boulot, Kadhafi empêchait les Noirs d'Afrique subsaharienne d'aller prendre des bateaux depuis la Libye, sans même prévoir que ça allait augmenter. C'est incohérent par contre. C'est incohérent. Donc il y a deux possibilités. Soit ils sont incompétents de fou et ils ne se sont pas dit qu'il y a des islamistes qui attendaient dans les starting blocks pour pouvoir inonder le continent par l'insécurité. Soit ils en étaient conscients et ils ont fait exprès. Et là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. C'est terrible ce qui se passe. C'est hallucinant aux yeux du monde. Et ces gens-là ont été érigés au rang de héros, au rang de régulateurs. Est-ce que vous êtes conscient que depuis que Kadhafi est mort, l'islamisme est en roue libre sur le continent? Un pays comme le Burkina, qui n'avait jamais de problème d'attentat, de quoi que ce soit, a été exposé à des attentats islamistes. Un pays comme le Mali, qui déjà avait des petits problèmes à ce niveau-là, s'est vu face à un islamisme mais d'une véhémence mais incroyable. Tout ça devant le monde entier. Parlons de la Libye. La Libye, c'est quoi aujourd'hui? Vous allez en Libye, c'est comme si la guerre était passée à 2 jours. Le pays est détruit. Économiquement, c'est la corruption. Là, maintenant, c'est les gangs entre la bande de Haftar. D'ailleurs, il faut que je parle de ce Haftar-là. Ce Haftar-là, finalement, est revenu en Libye, financé par la CIA. Il est venu attaquer encore Kadhafi. Donc, au final, actuellement en Libye, certes, il y a une semblant de démocratie parce qu'ils ont essayé de faire des élections, mais ça n'est pas passé. Les populations s'en foutaient éperdument. Il y a d'un côté les Touaregs, les islamistes, Haftar, c'est du n'importe quoi. Et dans l'histoire, à chaque fois que ces pays occidentaux venaient intervenir, soi-disant pour sauver le peuple, on sait comment c'est fini. Je ne suis pas en train de faire de la politique, de prendre parti, j'évite vraiment de le faire. Mais je veux vraiment vous exposer la situation. À aucun moment dans la vidéo, je n'ai dit que Kadhafi était un saint. Vous en êtes conscient. Mais je veux dire que le problème, la vraie question ici, c'est les vraies questions plutôt, c'est est-ce que Kadhafi est un assassin? La réponse c'est oui. Est-ce que les autres présidents là sont des assassins? La réponse c'est oui. Est-ce qu'ils ont tué autant? Je pense même que oui. Mais la question fondamentale, est-ce que la vie d'un Africain, quel qu'il soit, arabe ou noir, vaut autant que la vie des Occidentaux? Et c'est là que le problème se pose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à la regarder. Elle est un peu longue, mais c'est fait exprès. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très bientôt. Je ne sais pas si la semaine prochaine je ferai une vidéo parce que je suis en train de travailler sur une vidéo un peu plus longue, très complexe, qui me prend du temps. Je n'ai pas encore fini mes recherches. Il y a trop d'informations. Je pense que c'est une vidéo qui est très importante pour la communauté afro. Mais je vous dirai quand elle sera prête. Et puis d'ici là, portez-vous bien.